Tidiane Siam aurait pu prendre sur lui de rassembler toutes les tendances du PDC-RDA. Mais qu'est-ce qu'on constate? Maurice Kakou-Gikawe, secrétaire exécutif du PDC pendant combien d'années? Incarnation de la fidélité à Henri Konan Bédié est banni par le PDC-RDA. Ça montre qu'on est dans un parti où on veut servir le chef. Donc, qui s'oppose au chef est banni du parti. Alors, si la démocratie est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, on pourrait dire que c'est un chiffre qui dénote de la vitalité de notre démocratie. Parce que dans une démocratie, chaque individu, même un fou, tant qu'il jouit de ses droits civiques, peut, à un moment donné, si le juge nécessaire, briguer un poste électif. Donc, on s'est dit que ce chiffre, c'est l'expression de la volonté individuelle de chacun à vouloir briguer le poste de député dans sa circonscription et parler pour le peuple. Et donc, pour nous, on pourrait dire qu'on en prend acte. On en prend acte de la volonté des Ivoiriens de s'intéresser de plus en plus à l'élection législative et à toutes les élections d'ailleurs. Hyacinthe Nobou, qu'est-ce que cela vous dit? Quand on se rappelle de la présidentielle, des appels lancés par certains partis politiques, cet engouement pour les législatives? Non, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une dynamique dans l'espace politique ivoirien. Et cette dynamique fait qu'aujourd'hui, tout le monde entend exercer un droit. Et toutes ces personnes qui entendent exercer ce droit-là ne veulent plus se laisser compter ou faire leur vie par des structures ou organisations, seulement par les structures ou organisations politiques. Et donc, des personnes qui n'appartiennent à aucun regroupement politique décident d'y aller, et même celles qui appartiennent à des regroupements politiques qui ne veulent pas y aller, certains ont enfreint entre griffes les lois pour y aller. Du coup, ça donne un engouement réel, ça montre un engouement réel à la chose publique et à l'exercice de la politique dans ce pays, parce qu'il ne faut pas laisser les autres agir à sa place. Quand on va voter, vous voyez que j'ai un bulletin de vote qui équivaut au bulletin de vote du premier magistrat de la République de Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde pense que la Côte d'Ivoire, notre État, notre pays, est un pays auquel il faut pouvoir s'intéresser et puis faire avancer les choses. Bernard Izim-Kokora. Alors, pour moi, manifestement, c'est l'expression de la dynamique démocratique dans notre pays. 1143 candidats déclarés. De ma mémoire, j'ai rarement vu autant de candidats à une élection donc, législative. Cela démontre que le citoyen ivoirien a confiance en notre processus électoral. Et comme vous l'avez dit, contrairement à ce qu'on a vu ou on a entendu, faisant croire que notre processus démocratique n'inspirait pas confiance, ce nombre donc, de candidats dont vient démontrer le contraire et qui prouve que l'Ivoirien, dans sa grande majorité, a confiance en notre processus, à l'organe qui est en charge de l'organisation des élections. Et vous regardez, peut-être qu'on va rentrer dans les détails, vous verrez que sur les 1143 candidats, vous allez trouver des visages très jeunes, des intellectuels, comme on voit sur le plateau Arthur, Maître Ouraga et Franck Dédé, qui sont jeunes, donc qui ont décidé de prendre une part active dans le processus politique dans notre pays et de ne pas se laisser compter. Et donc, pour moi, c'est une bonne chose. Il faut continuer sur cette dynamique. On a 185 femmes qui sont candidates. C'est une bonne chose. Peut-être qu'à ce niveau, il va falloir travailler sérieusement à ce que les femmes soient suffisamment représentées et qu'elles-mêmes décident de s'engager en politique. Mais je crois que c'est un travail des partis politiques, de la société civile, et de sorte à ce que la femme ait confiance au processus électoral aussi, parce que souvent les discours violents font que certaines femmes ne veulent pas s'engager en politique. Donc, ce nombre de candidats à l'élection législative vient battre en brèche tout ce qu'on a entendu avant les élections. Vous avez mis les pieds dans les plats et vous avez abordé peut-être un sujet qui me tient particulièrement à cœur, peut-être parce qu'étant femme, 185 femmes à ces législatives, mais il n'y a que 80 femmes présentées par les partis politiques, parce qu'il y a 102 femmes quand même, si mes chiffres sont bons, qui partent en indépendance. Comment vous expliquez cela? Alors, je pense que ça, il appartient aux partis politiques de travailler à ce que, comme je l'ai dit, non seulement en interne, encourager les femmes, la formation, leur donner suffisamment d'outils, de sorte à ce qu'elles puissent avoir un ancrage sur le terrain, mais aux femmes aussi de s'engager véritablement, parce que l'élection, comme on le dit, c'est le rendez-vous
donc, du candidat avec son peuple, avec sa population. Et je crois que les partis politiques, il faut les comprendre parce qu'ils ne présentent que des candidats qui peuvent leur apporter la victoire. Donc, ce n'est pas le sexe qui compte, mais c'est la victoire donc, qui compte. Et donc, si dans une localité, on n'a pas de personnalité féminine capable de nous amener la victoire, stratégie politique oblige, puisque à l'Assemblée nationale, on va donc pour voter des lois, mais aussi pour une bataille politique, pour le contrôle donc, du pouvoir législatif. Et donc, les uns et les autres s'engagent de façon stratégique à choisir des personnalités indépendamment de leur sexe qui vont leur donc apporter la victoire. Et on aura certainement l'occasion de faire ce débat-là. Arthur Banga, déjà en tant que candidat indépendant et ce nombre fort de candidatures enregistrées, pour vous, qu'est-ce que cela veut dire? Et surtout, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous présenter à ces législatives? Bah, moi, personnellement, c'est une passion. C'est d'abord la volonté, depuis toujours, d'avoir un moment de ma vie, je suis passionné par la politique. Et puis finalement, en reprenant plus de contact avec mes terres d'origine, les terres d'Aboisseau depuis quelques années, ça m'a donné l'envie de représenter les miens, l'envie de représenter ma circonscription et de porter les voix des populations d'Aboisseau. Donc c'est venu progressivement, d'abord par une passion et puis par le fait que sur le terrain, je constate, finalement, on reviendra sur le rôle du député, que les populations, souvent, ont ce manque de députés là. Et comme à côté, je n'appartiens pas à un appareil politique, il me restait que l'option d'être un indépendant pour porter une vision, pour porter un engagement. Au-delà de ma personne, il y a quand même quelques constats qu'on peut faire sur cette liste. Ouais, d'abord, 1100 candidats, pour parler comme Kokora, ça montre le dynamisme de notre démocratie. Ça montre que contrairement à ce qu'on entendait, les Ivoiriens s'intéressent de plus en plus à la politique. Contrairement à ce qu'on entendait, ils ne souhaitent pas boycotter. Ils souhaitent participer de plus en plus à une vie politique. Ça montre de la responsabilité, de la maturité. Quand on regarde sociologiquement, il y a deux constats. Beaucoup de jeunes, et même quand on élargit la tranche de jeunes jusqu'à jeune cadre, ce qui peut monter jusqu'à 45 ans, c'est encore frappant. C'est intéressant parce que ça dit que nos jeunes, finalement, sont touchés par toutes ces formations, ces questions de leadership, d'engagement politique. Moi, pendant près de 5 mois, c'était mon engagement de parcourir la Côte d'Ivoire pour revenir sur la citoyenneté, sur le leadership, sur l'engagement politique des jeunes. Et je suis très content qu'il y ait beaucoup de jeunes comme ça. Deuxième truc sociologique qu'on a dit, c'est la faiblesse des femmes. Pour moi, ça reste très faible. 185 femmes sur 1143. Très faible, en effet. On a à peine 10% des candidats. Ça doit choquer. Ça doit choquer toute la société. Ça doit nous interpeller. On peut pas limiter ça aux femmes. Je dis toujours, non, c'est vrai. Heureusement d'ailleurs qu'on a la loi qui oblige d'avoir un tiers de femmes sur les listes, ce qui fait que les candidatures, là où il y a 3 postes, vous êtes obligé d'avoir une femme, ça a sauvé. Mais au-delà de tout le mécanisme institutionnel qu'on met, il faut qu'on ait une vraie réflexion, comment rendre la politique attractive pour les femmes, Ça, c'est sur le plan sociologique, ce qui est frappant. Sur le plan purement politique, il y a quelques enseignements aussi à tirer. Lequel? Le premier enseignement, c'est la suprématie du RHDP. Le RHDP est aujourd'hui le seul parti politique qui est capable de présenter sur les 205 circonscriptions. Ça confirme ce que je dis depuis toujours. C'est non seulement le premier parti de Côte d'Ivoire, c'est le parti le mieux structuré, c'est le parti le mieux représenté. Et moi, je pense depuis les élections présidentielles, c'est le parti majoritaire. Je pense qu'ils vont le confirmer. Ils vont augmenter le nombre de députés qu'ils ont. Ils ont déjà à peu près un peu plus d'une... 167 députés. Je pense qu'ils feront au moins 180 parce que quand je vois une circo comme Yopougon de 6 députés qu'ils ont perdus, là, dans un duel face au PDCI, le PDCI, même s'ils ont le soutien du FPI autre, je pense que ça, c'est des circonscriptions qu'on récupère. Donc la suprématie du RHDP, sa structuration forte, se ressent dans ces candidats. Deuxième leçon, le management du PDCI, qui est questionné aujourd'hui. Parce que justement, le PDCI, qui était le parti le plus représenté, le parti unique, devait avoir un nouveau dynamisme avec son nouveau président. Finalement, il n'a que 160 députés. Ça prouve que déjà ce dynamisme promis par Tidiane Thiam et sa direction n'a pas marché pendant 2 ans. Ça consacre ce que nous disons depuis. Le PDCI-RDA s'engage dans une stratégie qui n'est pas claire. Et d'ailleurs, je pense que les candidats PDCI vont payer ça un peu sur le terrain.
puisque les candidats du RHDP et même certains candidats indépendants ont eu le temps de faire campagne. Donc ça sera un retour sur des populations qu'ils ont vues pendant le mois d'octobre. Alors que ceux du PDCI étaient occupés à défendre un candidat dont tout le monde savait qu'il ne pouvait pas passer, donc ils n'ont pas participé aux élections. Ça, non seulement ils vont reprendre le terrain, et ensuite, ça ne marche pas dans la stratégie. Dernier point dans le management du PDCI qui est choquant, c'est l'absence. On aurait pu avoir au PDCI cette occasion de rassembler. Tidiane Thiam aurait pu prendre sur lui de rassembler toutes les tendances du PDCI-RDA. Mais qu'est-ce qu'on constate? Maurice Kakou-Gikiaoui, secrétaire exécutif du PDCI pendant combien d'années? Incarnation de la fidélité à Henri Konan Bédié est banni par le PDCI-RDA. Ça montre qu'on est dans un parti où on veut servir le chef. Donc, qui s'oppose au chef est banni du parti. Quelques secondes pour terminer. C'est dramatique. Après, le troisième point, ça montre aussi la fragilité du PPACI. Parce que le PPACI a décidé officiellement de ne pas participer aux élections. Mais on voit bien que des candidats, et non des moindres, proches de Laurent Gbagbo, proches de la haute direction du parti, qui participent. Et donc, ça consacre ce que nous disons depuis. Au PPACI, au PDC, il y a un mauvais management qui est fait depuis et qui se traduit dans ces listes-là, alors qu'au RHDP, il y a une suprématie, il y a un contrôle qui est fait et qui se traduit aussi dans cette liste. Merci à Tubanga. Merci à Tubanga. Maître Serge Ouraga, donc également candidat indépendant. Dites-nous votre analyse de cet engouement pour les législatives. Vitalité démocratique ou inflation tout simplement des candidatures? C'est toujours bon d'avoir un grand nombre de candidats à une élection. Ça offre une large palette de choix à nos électeurs et c'est toujours bon. Maintenant, est-ce que c'est le signe d'une vitalité de notre démocratie? Ça reste à voir parce que la vitalité d'une démocratie ne se mesure pas seulement à l'aune du nombre de candidats à une élection. Il y a bien d'autres facteurs, les institutions, le respect des règles, la cohérence démocratique, l'application des règles même par le pouvoir en place, autant d'éléments qui rentrent en ligne de compte pour effectivement juger qu'une démocratie est vitale ou pas. Mais pour nous, participer à cette élection est bien, déjà. C'est une bonne chose. Nous estimons qu'il faut être là où les décisions se prennent. Parce que malheureusement, nous avons manqué le rendez-vous de la présidentielle et le RHDP sera là encore 5 ans. Ça sera 5 ans de souffrance. Donc pour nous, il faut qu'on aille au Parlement pour effectivement constituer ce contrepoids-là au RHDP. Donc c'est justement pour ça que nous avons décidé de nous présenter à cette élection, pour parler au nom de nos populations. Et moi qui viens de Guibérois, je veux parler au nom de nos populations. Il y a beaucoup de choses que nous reprochons à nos députés actuellement, notamment leur absence. Après l'élection, disparaître de notre circonscription, disparaître et qu'on ne voit plus nos députés, c'est un problème pour nous. Et nos populations ont besoin qu'on parle pour elles. Nos populations ont besoin qu'on les représente. Nos populations ont besoin que leur voix soit entendue. Nous voulons également participer, et vous le savez, on reviendra sur le rôle, les missions, les responsabilités du député. Du député, tout à fait. Participer également au développement de notre pays par les décisions, par les lois que nous allons voter. Et avant de continuer ce tour de table rapidement, pourquoi vous n'y allez pas sous la bannière du COJEP? C'est un choix que nous avons fait. Beaucoup de raisons sur lesquelles nous ne reviendrons pas ici. Mais nous sommes candidats indépendants. C'est pour les populations de Guibérois. Ce n'est pas pour un parti politique. Toutes les populations de Guibérois ont leur candidat. C'est M. Serge Ouraga. Et nous voterons parce que nous allons parler pour elles toutes, sans distinction de parti politique. C'est ça un député. Et c'est ce que nous voulons incarner. Je le dis, lorsque je vais défendre mes frères de Guibérois, je ne demande pas qui est PPACI, qui est COJEP, qui est PDCI, qui est RHDP. Ce sont mes frères, ce sont nos populations et nous nous engageons aux côtés de nos populations. Nous nous engageons pour défendre nos populations, nous nous engageons pour parler au nom de nos populations sans distinction de parti politique. Donc la casquette pour nous n'est pas un problème. Est-ce que nous allons porter effectivement la voix de nos populations de Guibérois? C'est ce pourquoi nous sommes présentés. C'est ce que nous allons faire. Très bien. Franck Dédi. Déjà, il y a eu ces 1162 candidatures en réalité, dont 19 n'ont pas été acceptées. C'est ce qu'on a dit. Voilà, donc ce qui nous donne 1143 candidatures retenues. Pour moi, c'est une bonne chose. Soyez rassurés, on l'a dit en début d'émission. Très bien. Pour moi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose dans la mesure où, aujourd'hui, en tout cas personnellement, je perçois un sentiment qui monte de plus en plus chez la population qui se dit que
on a longtemps sous-traité notre avenir à des partis politiques et à leurs leaders. Et il est peut-être temps de prendre le taureau par les cornes, de prendre notre destin en main et de s'affirmer et de s'afficher. C'est un sentiment que je note. Moi, j'étais à la CEI sur les 3-4 derniers jours des dépôts des candidatures. Quand je discutais un peu avec les gens, c'est un peu ça aussi qui revenait. Donc, ça confirmait bien le sentiment que j'avais. Après, comme Maître Serge l'a dit, hein, pour moi, une pléthore de candidatures, ça ne veut pas forcément dire vitalité démocratique ou tout ce qu'on a entendu. Je pense qu'il y en a des indicateurs qui mesurent ça sur la qualité des institutions, ce genre de choses. Mais bon, je ne pense pas que ce soit ça l'objet du débat. L'autre chose que moi, je veux dire, c'est... peut-être vous me permettrez de faire cette adresse-là, peut-être au président de la CEI, parce que lorsqu'on avait fait la réunion à l'Atri Event, il y avait un des aspirants candidats qui avait posé la question par rapport au bureau de vote qui avait été fermé pendant les présidentielles. Le président de la CEI avait dit que si les conditions étaient permises, ces bureaux-là allaient rouvrir. Cependant, lors de l'annonce de la liste des candidatures, et je pense que sur votre plateau même ici, il a présenté cela en disant que ces bureaux-là allaient continuer à être fermés et que c'était un peu comme une sanction par rapport à ce que des actes subversifs avaient été faits. Pour ma part, je pense que c'est un peu dangereux de le dire de cette façon et de le faire parce que rien ne le justifie et on est en train de pénaliser en fait des populations qui veulent voter. Parce que quand on ferme des bureaux de vote, quand on regroupe des bureaux de vote loin de ces populations, parfois ça décourage la participation de ces populations-là. Donc si c'est possible, comme c'est sur votre plateau qu'il a dit, moi je voudrais lui faire cette adresse-là pour qu'il reconsidère sa décision afin d'ouvrir les bureaux de vote. Les gens veulent voter et ils voteront. Après, bon, si je dois répondre à la question que vous avez posée aussi aux autres candidats, pourquoi est-ce que moi j'ai décidé de me présenter? C'est un peu dans la continuité de mon engagement public ces 5 dernières années. Voilà, pour moi, il est important aujourd'hui de remettre l'humain, de remettre la population au centre du débat, au centre du village, comme on dit. Et donc, pour ma part également, je ne crois pas, ou du moins je ne cautionne pas la prise du pouvoir par d'autres moyens que les urnes. Et donc, ça s'inscrit dans la continuité de ma participation active dans les dernières présidentielles. C'est pourquoi je décide d'aller aussi aux législatives. Ça, c'est sur le plan purement structurel. L'autre chose, c'est mon engagement particulier à Gagnoa, c'est que déjà, je suis natif de la ville. Okay. Ensuite, il y a ce fort sentiment-là chez les populations. Je pense qu'avec Maître, on s'est retrouvé même sur le terrain ces dernières semaines. Il y a ce fort sentiment chez la population qui considère qu'on ne voit que les députés pendant les joutes électorales. Sur le dernier quinquennat, et même si on veut aller plus loin, le député de Gagnoa n'a jamais réuni les populations pour leur dire voilà les lois qu'on est en train de voter à l'Assemblée nationale, voilà leur impact sur vous. Et allez-y, terminez rapidement. Non, juste dire, on va en parler en deuxième partie. Il n'a jamais réuni les populations donc pour discuter de ça. Donc, il y a ce fort sentiment-là, les parents ont appelé, les jeunes, les associations de jeunes, on voit ce que tu fais à la télé, on voit ce que tu fais, on a vu ce que tu as fait pendant 5 ans ici, peut-être qu'il est temps que tu nous représentes. Donc, c'est fort de tout cela et avec le contact rapproché avec les populations que j'ai décidé d'y aller afin de représenter valablement les populations, de leur rendre compte de ce qui est fait en leur nom afin que leur voix puisse être portée. Parce qu'aujourd'hui, Gagnoa n'est grand que de nom et il est important de replacer sur l'échiquier ivoirien le nom de Gagnoa comme il faut.